Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans l'interview à la une, le grand entretien hebdomadaire du groupe Nice Matin que j'ai le plaisir, la fierté d'animer avec Amélie Morette, la chef du service magazine de Nice Matin. Bonjour Amélie. Bonjour. C'est un homme aux multiples engagements que nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui, à la fois producteur, metteur en scène, président du collectif Spectacle Vivant 06 et d'autres casquettes encore. Un Niçois qui compte parmi les acteurs majeurs de la scène musicale en France aujourd'hui et qui vient d'être élevé au rang de chevalier des arts et des lettres. Félicitations et bonjour Gilles Marsalin. Bonjour, merci et merci pour votre invitation. Avec plaisir, c'est Amélie qui pose la première question. En une minute, Gilles Marsalin, est-ce que vous pourriez nous présenter votre parcours qui n'est pas banal, on va dire du petit gamin de Nice-Nord au producteur décoré? Oui, j'ai démarré très tôt dans ce métier. À 14 ans, je déchargeais les caisses des concerts de Pink Floyd au stade de Charles Herrmann. Ah oui. Et puis ensuite, je suis devenu musicien, directeur artistique. Et puis en 2001, j'ai souhaité monter ma propre société de production de concerts et de spectacles, passionné par ce métier fantastique. Et puis depuis quelques années, j'ai la chance de défendre et de préserver ce patrimoine musical francophone que tout le monde entier nous envie, au travers de plusieurs spectacles qui s'exportent dans le monde entier. Voilà, c'est une belle aventure humaine et artistique. Et on va en parler évidemment parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. On va commencer par le Gilles Marsalin, producteur, Oui. évidemment. Donc que pèse aujourd'hui Directo, cette société que vous avez donc créée en 2001 ? C'est à peu près 500 spectacles par an, par saison. C'est un chiffre d'affaires de 2,5 millions, 3 millions d'euros. Voilà, donc on est une belle société qui a justement été choisie dernièrement par la BPI dans le cadre public des d'investissement. accélérateurs, voilà, les accélérateurs du spectacle vivant. Et donc du coup, on a effectivement en pleine mutation, en plein développement. Et voilà, c'est un gros challenge qui depuis un an, on a commencé. C'est important. Voilà. Directo Productions s'est fait une spécialité, c'est celle de spectacles hommage aux gloires de la chanson française, de la chanson populaire, et notamment avec le spectacle Piaf, le spectacle ou Piaf The Show, parce qu'il s'exporte aussi beaucoup à l'étranger. Il est ces jours-ci d'ailleurs en Suisse, à Singapour, en Australie. On vous propose de regarder un extrait capté par le journaliste du Parisien Éric Bureau. C'était lors de la représentation à New York le 24 mars dernier. En son, on peut faire mieux. En captation aussi, bien sûr. Oui, bien sûr. Vous dites souvent que ce spectacle, c'est le plus grand succès francophone dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et nous parler de ce spectacle? Je ne le dis pas, c'est le Centre national de la musique qui le dit. C'est le plus grand succès francophone depuis 10 ans maintenant. On a fait 1 million de spectateurs dans 70 pays. C'est un travail que j'ai commencé en 2009. Effectivement, moi j'étais musicien à la base, donc à l'époque je jouais dans les bals de l'arrière-pays niçois et on chantait des chansons populaires. Et puis au fur et à mesure, quand j'ai commencé à voyager dans le monde entier, notamment à la sortie de mes études, je me suis aperçu, quand j'allais aux États-Unis par exemple, on parlait d'Edith Piaf, de Charles Aznavour. Voilà, je me suis aperçu qu'être français, c'était un point fort aussi. Et les gens adoraient la culture musicale française. Et donc, quand j'ai commencé à développer mon entreprise, je me suis aperçu qu'il y avait ce potentiel-là de développer cette niche que personne ne faisait en France. Donc, je l'ai fait. Et effectivement, c'est devenu le plus grand succès. Mais il y a d'autres spectacles aussi qui suivent le même parcours. Alors justement, si on parle de ces spectacles, vous avez cité Aznavour, il y a eu Formidable Aznavour, Aznavour 100 ans. Donc Aznavour, c'est aussi un élément fort de vos spectacles. Hein. Oui, alors moi, d'abord, on travaille autour de l'univers d'Edith Piaf, puis après, rapidement, Charles Aznavour qui est venu voir le spectacle, qui a adoré, on est devenu un petit peu amis, il m'a pris un petit peu sous son aile avec Gérard Davoust aussi, qui était son mentor-producteur des éditions Raoul Breton. On a demandé à Charles Aznavour si on pouvait faire un spectacle à son hommage, il nous a dit oui, puis après on est parti sur Gilbert Bécaud, qui s'est exporté aussi avec sa fille, puis sur Jacques Brel. Donc c'est les 4 artistes qui s'exportent, qui se sont exportés, qui ont pris le risque avec leur argent propre de s'exporter dans le monde entier, et résultat, ils sont légendaires, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on leur rend hommage dans le monde entier. Il y a eu Montand, Trenet aussi, non? Oui, alors Trenet, Montand, et puis Maurice Chevalier aussi, qui a commencé sa carrière aussi, qui a démarré sa carrière aux États-Unis. Donc voilà, ça c'est d'autres spectacles qu'on produit aussi, qui regroupent un petit peu toute cette génération de grands chansonniers.
voilà, francophones. Est-ce que vous avez l'intention de rendre hommage à d'autres monuments de la chanson française? Avant de répondre, je vous propose de regarder cette séquence tournée par Tristan Gasparro cette semaine dans les rues de Nice. Il est allé poser la question à quelques Niçois, on l'écoute. Bonjour Gilles Marsala, aujourd'hui je suis allé à la rencontre des Niçoises et des Niçois pour leur demander quel était leur artiste musical francophone préféré. Je vous laisse écouter les réponses, peut-être que vous allez trouver des idées pour votre prochaine production. Le premier qui me viendra en tête, ce serait David Guetta. Tout le monde s'ambiance. Je pense que c'est un artiste qui met beaucoup de générations d'accord. Georges Brassens. Pourquoi? C'est la musique qui passe tous les temps, c'est connu par tout le monde, par toutes les générations, donc c'est pour ça. Je pense en premier à Jean-Jacques Goldman ou Michel Sardou. C'est mes premiers souvenirs des grands chanteurs français. Alors moi, je penserais à Angèle, parce que dans ses musiques, elle fait passer des messages forts qui plaisent à la fois aux anciennes et nouvelles générations. Directement comme ça, Jean-Jacques Goldman. C'était de très belles musiques, de très belles paroles. On regrette beaucoup parce qu'il s'est arrêté du jour au lendemain. Alors moi j'aurais tendance à dire Joe Dassin, Michel Sardou, parce que tout simplement aussi c'est la musique que moi j'ai eue en boucle dans la voiture ou à la maison par mes parents. Et c'est vraiment l'image de la France que j'ai, en tout cas musicalement. Jean-Jacques Goldman et Michel Sardou sont cités 2 fois, ça vous donne des idées, des envies? Et non, parce que malheureusement, ces artistes-là ne se sont pas exportés. Moi, ce que j'aime dans le parcours de Charles Aznavour, par exemple, c'est qu'au début de sa carrière, elle a été très critiquée. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Edith Piaf lui a dit viens avec moi aux États-Unis, et il s'est installé à Montréal. Il est devenu une star à Montréal, et puis quand il est revenu en France, effectivement, les gens avaient un autre aspect, un autre regard sur lui. Et donc, c'est pour ça que ces artistes-là, il n'y en a pas beaucoup. Edith Piaf, Charles Aznavour, comme j'ai dit, Gilbert Bécaud, Jacques Brel, c'est des gens qui sont connus dans le monde entier, et c'est pour ça que ça marche, qu'on peut exporter. Leur répertoire est connu dans le monde entier. Ça faisait 37 ans hier que Dalida s'était donné la mort. Est-ce que Dalida, c'est quelqu'un que vous pourriez exploiter? C'était effectivement une artiste intéressante. Je suis plus sûr, par exemple, en ce moment, j'essaie de travailler sur 2026 avec les musiques de Michel Legrand, par exemple, qui s'est beaucoup exporté. Et comme on a fait des versions symphoniques maintenant, de Piaf symphonique, Aznavour symphonique, j'espère pouvoir un jour travailler sur Michel Legrand symphonique. Vous le disiez, c'est un vrai atout pour la culture française, sa musique populaire. Est-ce que ça reste vraiment l'atout principal presque du rayonnement culturel de la France? Ah mais la France, elle est aimée dans le monde entier. Moi, je voyage, je passe ma vie dans les avions, on voyage tout le temps et on est accueillis, notamment dernièrement, on était en Pologne. Les Polonais adorent la France, je veux dire, notre culture. Mais Paris. La musique en particulier, comme disait Amélie, la chanson populaire? Oui, c'est le vecteur. Ouais. C'est quand vous arrivez à Paris, que vous allez à Montmartre, vous entendez l'accordéon, la guinguette, voilà, l'ambiance de Montmartre et la musique française, bien sûr. Edith Piaf a marqué de son empreinte le monde entier, mais pour de la vie de l'humanité, on ne parlera toujours d'Edith Piaf. D'ailleurs, on le voit dernièrement avec le sujet avec Aya Nakamura. Je veux dire, c'était très intéressant à voir, effectivement. On va en parler. Ouais. On va en reparler plus tard, oui, parce que Directo Production, c'est pas que les vieilles gloires françaises, c'est aussi la musique de maintenant, c'est aussi des événements et des festivals ici sur le territoire. Oui. C'est par exemple le Néon Festival ou le Broc Festival qui vont avoir lieu fin juin. C'est aussi les Plages du Rire fin juillet. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces événements que vous organisez ici? Oui, à 80%, nous, notre société exporte ces spectacles, mais je souhaite toujours être un acteur culturel local. C'est ma ville, j'en suis fier. Je suis un vrai Niçois de génération en génération et je souhaite vraiment proposer des choses aussi à Nice, ou dans le département. Donc on a effectivement des festivals que vous venez de citer, notamment les Plages du Rire, qui va ensuite avoir une nouvelle édition en hiver aussi, pour animer la ville en hiver. Donc on essaie d'être vraiment... Ça s'appellera les plages en hiver? Dans les stations de ski, ça s'appellera les pistes du Rire et les plages d'hiver, les plages du Rire en hiver, parce qu'en fait, voilà, on veut aussi continuer. Il n'y a pas que la saison estivale à Nice, il y a toute l'année, il y a des Niçois qui ont envie d'avoir de beaux spectacles toute l'année. Et donc voilà, on continue à effectivement être un acteur local, à développer les talents locaux aussi au travers de notre label, mais des festivals, des marques qui sont fortes et qu'on a envie de vraiment de développer de plus en plus. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots en plus sur le label, justement, et sur cette action-là que vous avez de soutien auprès des artistes émergents? Oui, c'est ce côté... Moi j'étais musicien, j'ai commencé à l'âge de 14 ans, j'ai fait le conservatoire de Nice, et puis à cette époque-là, on n'avait pas ce soutien qu'aujourd'hui on a, et puis il n'y avait pas cette structure aujourd'hui autour des artistes. Donc nous, on a souhaité aussi, c'est un peu la gène, dans les gènes de notre entreprise, on veut donner la chance aux jeunes. Donc au travers de nos 3 événements principaux, que ce soit le Rire avec les Plages du Rire, on a un tremplin du Rire. Certains
certains l'ont gagné, certains sont devenus des stars maintenant, comme Guillermo Guis par exemple. Donc le tremplin est assez réputé, on vient de la France entière pour y assister, géré de main de maître par Sabine Marsala. Et puis donc le Néon Festival aussi, pareil, on veut donner la chance à des jeunes DJ, c'est la mode, de pouvoir faire les premières parties des têtes d'affiche, comme cet été avec Martin Solveig, par exemple, au travers du Néon Festival. Et puis aussi la musique actuelle, c'est important. On a un projet avec l'Amérique, on a monté qui s'appelle les Jeudis du Stockfish. Et là, on a voulu vraiment mettre en avant les talents azuréens pour qu'ils aient une chance de pouvoir se produire sur scène devant un public et ensuite éventuellement pour pouvoir partir en tournée avec nous. Il y a combien d'artistes qui sont soutenus par Nissa Label? Il y a une dizaine d'artistes. Ouais, une dizaine d'artistes. On essaie de développer, c'est pas facile, voilà, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Il faut une grosse équipe. Et donc voilà, c'est petit à petit, on va y arriver. Alors, à propos de label, vous avez présidé aussi le collectif Spectacle Vivant Oui. 06. Qu'est-ce que c'est que ce collectif? À quoi il sert? C'est un collectif qui s'est créé pendant la Covid, parce qu'effectivement, il fallait défendre le milieu du spectacle vivant. Vous savez, je dis souvent, le secteur du spectacle vivant, c'est un secteur économique à part entière. On a des représentants dans le bâtiment, dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans l'immobilier, mais le spectacle vivant, il n'y a personne qui soutient, il n'y a pas de fédération, on va dire. Donc voilà, c'était un peu l'idée de base, c'est de regrouper un petit peu les gens qui étaient de bonne volonté, qui avaient envie de se travailler pour les autres, voilà, en toute bienveillance, et défendre les intérêts de ce milieu qui a été, je le rappelle, le premier secteur économique à fermer et le dernier secteur économique à réouvrir après la crise. Et est-ce que c'est pas plus difficile d'exercer cette profession ici, à Nice, plutôt qu'à Paris, où on imagine que tous les gros producteurs se trouvent? Bien sûr, effectivement, c'est beaucoup plus difficile en province. Mais enfin, ceci dit, notre parcours aujourd'hui fait beaucoup parler à Paris. Et c'est aussi nous montrer qu'en province, partout en France, on arrive à sortir des belles opportunités et de belles trajectoires comme notre entreprise. Et justement, aujourd'hui, beaucoup de Parisiens nous posent des questions de savoir comment on est arrivé à ce résultat. Donc, c'est une fierté. Ce collectif, vous l'avez dit un petit peu, il aspire aussi et surtout peut-être à fédérer justement les acteurs culturels du territoire. Par quoi ça passe? Ça passe par déjà de communiquer mieux. C'est vrai que souvent, je le dis en ce moment, on essaie toujours de défendre notre petite chapelle alors qu'il faut reconstruire une cathédrale aujourd'hui. Donc ça parle par la communication, ça parle par votre invitation aujourd'hui de pouvoir justement communiquer mieux notre secteur, ses problématiques, ses limites, et comment développer ça. Bon, on a fait des conférences il n'y a pas très longtemps, notamment en invitant un peu tous les acteurs économiques, mais surtout les aides, par exemple la SACEM, la SACD, des choses qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas trop à quoi ça sert. Ouais. Comment on devient intermittent de spectacle, comment on gère sa carrière, comment on gère un petit peu l'aspect numérique de notre métier qui a révolutionné complètement notre secteur. Voilà, ça c'est vraiment le côté formatif. Et puis après, c'est aussi le convaincre. Quand à l'époque il y avait la Covid et qu'effectivement on était complètement à l'arrêt, c'est d'expliquer aux acteurs économiques et aux élus locaux que voilà, il y avait 30 000 emplois dans le département à préserver, à sauvegarder, comment on pouvait tous ensemble mettre la main à la pâte. C'était ça aussi l'idée de ce collectif. Ouais, c'est rassembler, informer et puis fédérer, faire du lobbying aussi. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, malheureusement, c'est un secteur, comme je le dis, on travaille chacun de notre côté et il faudrait se fédérer pour justement faire mieux passer les messages importants. Il y a un an, dans nos colonnes, les organisateurs de spectacles, dont vous, nous disiez qu'ils étaient confrontés à la hausse des coûts, du matériel, de la technique, au cachet des artistes qui ont explosé, à des habitudes aussi du public qui a changé, les gens réservés au dernier moment. Là, du coup, ça fait un an. Est-ce que la situation a évolué? Est-ce qu'on est toujours confronté au même problème? Alors, l'inflation, elle existe. Clairement, les cachets des artistes sont augmentés, la prestation technique, tout ce qui est l'environnement technique de l'artiste a beaucoup augmenté aussi. Maintenant, on s'aperçoit qu'à la sortie de la Covid, les gens ont beaucoup manqué de lien social, beaucoup manqué. Et donc, les billetteries, les ventes sont plutôt très très bonnes. Ah oui. Le rapport du Centre national. C'est quand même de plus en plus cher. Maintenant, un concert à moins de 40 €, c'est quasiment impossible. Oui, après, c'est pas forcément le moins cher qui se vend le mieux, d'ailleurs. Finalement, non, mais je pense que les gens, on revient sur ce modèle qu'on n'aime pas, mais le modèle américain où effectivement le prix des places de spectacle aux États-Unis est 4 fois plus important que le nôtre, quoi. Et effectivement, il y avait un delta qui était vraiment loin en France, donc on revient un petit peu sur des places plus chères, mais il y a plus de spectacles aussi, il y a plus d'économies aussi, il y a plus de risques financiers pour les producteurs. Bien sûr. Dans une situation économique contrainte en France, partout dans le monde. Donc voilà, c'est trouver un juste milieu, mais pour l'instant, le public suit la tendance et a envie de s'amuser, a envie de retrouver ce lien social qui nous unit tous au travers de la culture et du spectacle vivant.
Il y a eu justement, après la Covid, une explosion d'événements culturels, un peu de toute taille et de tout genre. Hein, mais est-ce que la concurrence entre événements, elle est trop rude parfois, ou est-ce qu'au contraire, c'est bénéfique pour l'émulation du territoire ? Alors, à la sortie de la Covid, il y a eu beaucoup d'événements. Pourquoi ? Parce que l'État, il faut le reconnaître, l'État a beaucoup aidé le secteur. Et donc, du coup, tout le monde a voulu repartir en même temps, très fort, très vite. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Là, ça s'est un petit peu rééquilibré. Oui, effectivement, comme on l'a dit, aujourd'hui, il faut faire avec, notamment dans notre territoire où la culture et la politique sont un peu mêlées quand même. C'est-à-dire, effectivement, elle s'aperçoit que les villes, les grandes villes, ont envie d'organiser directement les grands événements et deviennent parfois, souvent, concurrentes de nos entreprises. Donc, il faut savoir un petit peu comment on se positionne par rapport aux grands événements, comment se positionner par rapport à d'autres choses qui ne se font pas pour compléter l'offre. Donc ça, c'est important. C'est vrai que c'est un peu compliqué de se positionner et de trouver la bonne formule. Il faut dire aussi que les contraintes d'organisation sont devenues telles qu'aujourd'hui, à part des grosses entreprises ou des collectivités solides, on n'a plus les mêmes initiatives qu'on pouvait avoir autrefois, quoi. C'est en termes de sécurité, en termes d'exigences de toutes sortes, etc. C'est compliqué. Hein. Oui, le festival à Papa, à l'époque, où on faisait dans la RPI. Moi, je suis venu d'un village qui s'appelle Saint-Blaise. Ah, bien sûr. On a fait un festival pendant 10 ans où on a amené 2 000 ou 3 000 personnes dans le village, donc avec des têtes d'affiche. Bon, c'est plus possible. Sans sécurité particulière ou quoi que ce soit. Bien sûr, l'explosion des cachets, techniquement, ça devient très compliqué. Voilà, alors, vous parliez de la connexion entre la politique et le milieu du spectacle vivant. Je sais qu'il y a une question que vous détestez, que vous ne voulez pas qu'on vous pose, donc je vais vous la poser. Qu'est-ce que vous pensez de la démolition d'Acropolis et du Théâtre National de Nice ? Je savais très bien que vous alliez me poser cette question. Donc, non, mais moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Enfin, j'ai un avis, l'avis, il est très clair, c'est que moi, je trouve que le projet d'aménagement urbain qui est à la place, il est beau. Il est vraiment intéressant. Donc on rappelle, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, que la ville de Nice a donc démoli Acropolis, le Palais des Congrès et le Théâtre National de Nice pour prolonger la coulée verte, la promenade du Paillon, jusqu'au Palais d'Exposition. Oui, moi je suis engagé dans le côté développement durable, écologie, donc du coup effectivement c'est un projet qui est intéressant. Maintenant, voilà la situation, mais il faut s'en parler. Voilà, on a perdu des salles de spectacle. Moi, je travaillais dans ces salles de spectacle. D'ailleurs, j'ai fait le dernier spectacle à Acropolis. Je crois que c'est moi qui l'ai fait, qui l'ai produit. Au Grand Auditorium. Et donc, du coup, oui, effectivement, j'ai posé la question. Je pose la question, mais en toute bienveillance. Voilà, comment se réorganiser autour de cette... Clairement, on n'a pas retrouvé les capacités qu'on avait avant la démolition de ces bâtiments. Hein. Clairement, on l'a pas retrouvé, mais il faut s'adapter. Et puis, je pense qu'il y a des projets qui sont en cours aussi, qui vont arriver. En tout cas, je l'espère. Et donc, effectivement, on va arriver à retrouver un petit peu cette infrastructure qui est nécessaire à la ville de Nice. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains spectacles, on va peut-être en parler, qui vont ailleurs dans le département ou ailleurs hors du département que la ville de Nice ne peut pas accueillir. Qu'est-ce qui manque justement qui fait que des producteurs vont ailleurs ? Qu'est-ce qui manque comme infrastructure à Nice ou sur la Côte d'Azur ? Écoutez, je pars du constat très simple du Centre national de la musique, qui est notre référent aujourd'hui, qui fait toutes les études et qui dit qu'aujourd'hui, 60% des spectacles en France se jouent dans des salles de moins de 1000 places. Voilà, aujourd'hui, ce qui manque aujourd'hui, c'est sur le sujet que j'entretiens effectivement avec le maire, avec lequel j'essaye d'avoir une réunion là-dessus, c'est il faut retrouver cette structure-là qui permette de combler un petit peu le vide entre le Palais Nicaïa, qui effectivement est une grande salle magnifique, mais qui, pour amortir, doit accueillir des grands spectacles de 3-4 000 personnes, et puis les salles comme le Stockfish aujourd'hui, qui a une très belle réussite aussi. 200 personnes, le Stockfish. Qui est 400 à 600 personnes, effectivement, et qui, entre les deux, comment trouver une salle qui permette aussi à nous, entrepreneurs privés, de pouvoir créer une économie, étoffer l'offre culturelle sur le département et sur Nice. Iconique. Pardon. Non, j'allais dire, ça fait des années qu'on dit ça et qu'effectivement, vous êtes, vous les acteurs culturels, nombreux à dire ça et à le répéter. Pourquoi ça bloque ? Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué de trouver ce fameux lieu, de l'imaginer quelque part ? Alors déjà, parce que je pense qu'il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, on appréhende mal notre secteur. Il y a deux parties dans le secteur. Le secteur public, et là je pense qu'à Nice on est très très bien lotis, et tant mieux, on a un bel opéra, on a le Théâtre National de Nice et tout ça, il y a des financements importants et tout ça, et il y a le secteur privé que je représente, qui représente quand même 70% de l'activité, la billetterie et des emplois. Donc ça déjà, j'aimerais que les élus locaux comprennent
que le secteur privé, ce sont des acteurs économiques qui créent de l'emploi. Moi, personnellement, j'ai créé 4 emplois cette année. On va essayer d'en créer plus l'année prochaine. Et donc, clairement, ça, c'est vraiment un problème d'appréhension de nos pouvoirs publics. Deuxième chose, effectivement, ça fait des années que j'essaye de réunir, de fédérer. C'est un peu dans mes gènes. Voilà, j'ai toujours été un petit peu dans cet esprit. À l'époque, moi, j'ai créé une association qui s'appelait Oxygène, qui était la jeunesse de FES 06. Donc voilà, toujours dès le départ, j'ai toujours été dans le bien collectif, dans l'intérêt général. Donc j'aimerais réunir autour d'une table tout le monde, les acteurs publics, culturels du département, mais aussi privés, et voir comment on peut travailler ensemble, parce qu'il y a des possibilités. Aujourd'hui, c'est ce que je prône aujourd'hui, c'est pour ça aujourd'hui que vous m'avez invité, et c'est le message que je voudrais porter. Moi, je veux absolument que le public et le privé travaillent ensemble, et qu'on utilise chacun nos meilleurs outils. On a des salles, on a des aides, on a du crédit d'impôt, on a des choses intéressantes à mettre tout dans le même commun pour que ça fonctionne mieux, quoi. À propos de salle, cette fameuse salle iconique qui devrait ouvrir sous peu de 600 à 800 personnes, ça correspond à peu près à la jauge que vous espérez, non? Alors, je ne sais pas où vous avez pris cette jauge-là, mais moi, on m'annonce 250 à 300 personnes. C'est moins que prévu. Voilà, avec une hauteur sous plafond qui est très limitée, donc malheureusement, ça ne sera pas une salle de spectacle sur laquelle on pourra se positionner. Ça ne le fera pas non plus. D'accord. Vous avez ambitionné vous-même de créer une salle de spectacle. Vous avez prospecté, cherché. Qu'est-ce que ça a donné? Pourquoi c'est compliqué? Alors, voilà, nous, on est partenaire des villes du département, comme la ville de Nice, où on investit quand même 900 000 € par an sur nos événements et tout ça. Donc, on n'attend pas aussi de la ville de Nice qu'elle nous mette tout à disposition, ou d'autres villes. Nous, ce qu'on veut, c'est être fédérateur et de créer de l'économie. Donc, j'ai cherché depuis 4 ans la possibilité de construire une salle. J'ai même failli aboutir sur une salle qui s'appelait Le Palace, effectivement, Place Armée du Rhin, qui est une très belle salle, très belle salle, mais qui a des problèmes effectivement d'acoustique. Voilà, c'est privé. On a essayé de se mettre d'accord, mais ça a été compliqué. C'est une ex-boîte de nuit. C'est une ex-boîte de nuit, mais la salle était très belle au départ. Donc du coup, moi je pense que c'est un beau lieu, mais qu'il fallait peut-être... en plus, on avait un partenariat là-dessus. On avait des fonds privés d'un partenaire qui était intéressé aussi à travailler avec nous là-dessus. On s'est battu, on essaye. Je demande à mon ami aussi, c'est pas mort, mais Benjamin Mondou, que vous connaissez bien aussi, de me trouver un lieu aussi sur Nice. On est prêt à investir de l'argent, important, pour pouvoir créer cette salle. On n'y arrive pas, on sait pourquoi, le foncier à Nice c'est très compliqué. Voilà, c'est pour ça qu'aussi aujourd'hui on se tourne aussi vers la mairie, qui a effectivement peut-être d'autres opportunités à proposer, et comment travailler ensemble pour qu'on trouve cette salle. Vous parlez beaucoup de la ville de Nice, de la mairie. Christian Estrosi, c'est un bon maire de Nice, parce que vous êtes niçois aussi, vous y vivez, vous êtes depuis toujours. Ça c'est une question, oui, tout à fait. C'est un très bon maire de Nice. Moi je trouve que, je suis très fier de ma ville. Moi, je vois l'évolution de ma ville il y a 25 ans. Je partais dans le monde entier. Et aujourd'hui, quand je vais aux États-Unis, quand je vais au Canada, quand je vais au Japon, on me parle de Nice partout, dans le monde entier. D'ailleurs, on est en train de mettre en place un partenariat avec l'Office de tourisme pour justement projeter des images de la ville de Nice au travers de nos spectacles, parce qu'on joue dans le monde entier. Donc oui, moi je trouve qu'il y a une volonté de bien faire, mais comme d'autres élus du département, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de l'intérêt général et de faire en sorte que la ville de Nice, qui est magnifique, se développe économiquement. Sur ce secteur-là, en tout cas, c'est le sujet que j'ai avec le maire de Nice en ce moment, c'est comment développer notre secteur qui est en souffrance en ce moment. Puisqu'on vous demande votre avis sur les personnalités politiques, est-ce que Rachida Dati est une bonne ministre de la Culture? Alors ça, c'est un sujet que malheureusement, je ne la connais pas. J'ai rencontré, c'est l'ancienne ministre de la Culture qui nous a remis l'insigne des Chevaliers des Arts et des Lettres. Donc effectivement, elle faisait un gros travail de fond. On a échangé avec elle, c'était bien. Elle vient d'arriver, donc je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. J'étais au Printemps de Bourges la semaine dernière, j'ai rencontré, on a échangé, elle est sur de bonnes dispositions pour préserver cette culture, ce spectacle vivant qui nous unit tous. C'est déjà la bonne chose. Elle a très envie de décloisonner le public-privé, elle d'ailleurs. Moi, je pense que c'est nécessaire, absolument, par rapport aujourd'hui à la baisse des aides public, on le voit, il faut faire des économies, mais aujourd'hui, il y a une synergie à trouver entre le privé et le public pour comment faire. Je vous donne un exemple très simple, si vous me permettez. La ville de Pégomas, on a parlé beaucoup de la ville de Nice, son maire Florence Simon, qui est une maire extraordinaire, qui vient de l'événementiel en plus. Elle avait une salle qui s'appelle le Mistral, elle fait 650 places, et puis elle ne faisait pas grand-chose, en tout cas elle faisait des choses locales. Je suis allé la voir et je lui ai dit, écoute, tu as une salle de spectacle qui fait 650 places, si tu veux, je la prends, et on fait des spectacles ensemble. Et voilà, tu mets à disposition ta salle, ça ne lui coûte rien, et nous on fait des spectacles. Au bout de 3 ans, on fait une programmation de tête d'affiche, la salle est pleine,
Les villes aux alentours se posent la question comment elle l'a fait. Voilà, donc j'ai un modèle économique que je veux disposer, que je veux dupliquer un peu partout dans le département. On fait la même chose notamment, je le dis pour la ville de Nice, avec, très intelligemment avec le conservatoire, qui a une des plus belles salles de Nice, c'est la salle Joseph Cosma, qui fait 725 places, qui est très très bien équipée. Son accueil technique est fantastique. On vient de faire 2 séances à Aznavour 100 ans qui a été complète. Donc on refait à Tony Cavana bientôt, on va faire une programmation. Voilà, on essaie de trouver tous ensemble des possibilités de développer l'offre culturelle et dans un modèle économique qui est viable. Parce que finalement, hors des institutions, quelle place pour les petites structures ou les moyennes structures privées? Sans ça, c'est impossible. Ah ben sans ça, il n'y a pas d'économie. Je veux dire, aujourd'hui, nous, à 80%, je l'ai dit, on est obligé d'exporter. Enfin, on est obligé, on le fait. C'est notre fierté d'exporter. Mais aujourd'hui, au niveau local, on ne pourrait pas faire vivre une entreprise avec 12 permanents comme les nôtres et 80 intermittents du spectacle. Aujourd'hui, notre entreprise fait vivre 90 personnes. Mais à 80%, c'est à l'export, c'est grâce à l'export. Parce qu'est-ce qu'il y a une forme de saturation aussi ici et en Non, France? c'est pas une forme. Non, c'est pas une Parce qu'il y a forme. beaucoup d'offres maintenant sur le département, hein, c'est vrai. Hein, quand on pense à de l'ouest jusqu'à Nice, il y a quand même beaucoup de salles, beaucoup de programmation. Oui, tout à fait. Oui. Il y a une très très belle offre artistique et culturelle, mais voilà, elle est portée majoritairement par le secteur public, par les subventions, par le contribuable. Mais aujourd'hui, il faut peut-être aussi réfléchir comment trouver un modèle économique. C'est vrai que c'est un mot qu'on n'aime pas trop dans la culture. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un secteur économique, on crée de l'emploi. Il faut nos entreprises soient viables, elles gagnent de l'argent. Comme je l'ai dit, aux côtés de la mairie de Nice, comme d'autres départements, on investit de l'argent. On est partenaire aux côtés d'eux pour créer cette offre culturelle de plus en plus étoffée. Alors, plus largement maintenant, le 11 mai 2017, l'écrivain Sylvain Tesson était l'invité de France Inter. On l'écoute, si vous voulez bien. J'ai écrit cette phrase, je l'ai pensée, je la pense profondément, que la France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. Et je l'ai pensée dès que j'ai commencé à voyager autour du monde. Alors Gilles Marsala, la France, c'est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. C'est une expression qu'on entend beaucoup aujourd'hui, mais qui effectivement a été prononcée pour la première fois par Sylvain Tesson. C'est un adage que vous reprenez souvent à votre compte. Pour quelle raison ? Quand j'écoute cette phrase, j'ai trouvé que c'était tellement vrai. Tellement vrai, tellement vrai. Moi, j'ai la chance de voyager dans le monde entier, mais pas de voyager en tant que touriste. Je vais travailler avec les gens. C'est-à-dire qu'on a des rapports sociaux, économiques, des gens avec qui moi j'aime bien échanger. Alors, on l'a dit, j'essaie d'être bienveillant. Quand j'arrive dans une salle, je dis bonjour à tout le monde. Qu'est-ce que tu fais ? Comment tu vis ? Comment ça se passe ? On va boire des coups, on va manger avec des locaux et on échange. On échange sur leur vision du monde, sur la vision qu'ils ont de la France. Elle est très très bonne, mais surtout on échange aussi sur leurs conditions de vie. Et clairement, je veux dire, quand on nous a vendu pendant des années le mirage brésilien, le mirage anglais, la flexibilité à l'anglaise, l'Amérique aussi, c'est l'American Dream. Moi je dis souvent, au départ, j'ai effectivement commencé par l'American Dream parce que tout le monde en parlait, mais moi je vis un French Dream. Quoi. Je veux dire vraiment, je suis très heureux d'être français et je le vois au quotidien quand je voyage. Les Français sont des enfants gâtés ? On se plaint beaucoup. Est-ce que les Français sont des enfants gâtés parce qu'ils ne voyagent peut-être pas assez ? Parce qu'ils ne voyaient pas ce qui se passe autour d'eux, parce que les réseaux sociaux aussi ont décuplé cette malveillance aussi. C'est comme disait Coluche, donner la parole aux cons, ils la prennent. C'est malheureusement ça les réseaux sociaux aujourd'hui. Quoi. Je veux dire, on est vraiment entouré de négatifs. Moi, je veux regarder le positif. Et le positif, c'est la France, sa culture, son patrimoine, sa langue. La francophonie, elle est aimée dans le monde entier. Je veux dire, nous, au travers de nos spectacles aussi, on vécu de la francophonie. C'est pour ça que nos spectacles. Vous parliez de boissons, de bouffe tout à l'heure aussi, la gastronomie, les arts culinaires, c'est quand même un truc super important. Les Américains, quand ils viennent en France, les Polonais, ils sont contents de venir en France, moi, je vous le dis. On dénigre beaucoup l'organisation des Jeux Olympiques de Paris, qui vont avoir lieu d'un peu moins d'un mois, de 100 jours, pardon. Est-ce que c'est normal qu'on dénigre comme ça, ou vous trouvez ça choquant et pesant au bout d'un moment ? Qu'est-ce que c'est compliqué à organiser un événement de cette ampleur ? Parce que là, franchement, on n'entend que du négatif. Alors que finalement, ça va certainement très bien se passer, on aura tout oublié, mais pour l'instant, ça n'est que du négatif. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais malheureusement, il y a 20 ans, on n'avait pas les réseaux sociaux qui étaient tout le temps en train de dénigrer. Je veux dire, aujourd'hui, voyons là, on a vu ce visuel qui est
magnifique. Je veux dire, pourquoi on l'a dénigré? On se pose des questions vraiment en France. Pourquoi on regarde toujours le mal, on regarde pas le positif. Moi, je suis enclin à regarder toujours le bien, la positif, aller de l'avant. Et je trouve que c'est une formidable chance pour la France, mais aussi pour Nice, parce qu'elle va accueillir des épreuves. Et donc voilà, regardons toujours en avant et essayons rester positifs. On en parlait en début d'émission, on va y revenir puisqu'on parle des JO. La chanteuse Aya Nakamura qui serait pressentie pour chanter du Piaf à l'ouverture de ces Jeux. Est-ce que vous faites partie des gens que ça scandalise ou est-ce qu'au contraire vous aimeriez l'y voir? Mais de quoi on parle? Aya Nakamura, c'est l'artiste française la plus écoutée dans le monde. Point final. Moi, aux États-Unis, par exemple, des fois, j'ai la chance de faire des soirées avec des amis parce que j'ai la chance d'avoir de la famille américaine. On met Aya Nakamura et vous avez tous les gens américains qui ne parlent pas un mot de français, qui se lèvent et qui font JJ, quoi. Donc, à un moment donné, je veux dire, clairement, il faut mettre les meilleurs atouts aux meilleurs endroits. Je veux dire, si c'est elle qui représente aujourd'hui la France, la diversité de la France, voilà, sa culture, oui, il faut qu'elle soit là. Et puis surtout, va y avoir un attrait de la voir sur scène. Donc, c'est intéressant. Ouais. Parce que finalement, et vous l'avez dit un peu là, c'est aussi, ça passe par le rayonnement. Qu'est-ce que c'est qu'un grand chanteur, selon vous, un grand chanteur français? Un grand chanteur français, c'est quelqu'un qui écrit des textes déjà. Ça, c'est important, effectivement. Et puis, c'est quelqu'un qui a une aura aussi, et qui a un charisme, et qui, effectivement, a réussi, au travers de ses textes, de ses chansons, à convaincre un public international. Je veux dire, c'est clair qu'aujourd'hui, une chanteuse comme Patricia Cass ou même Zaz, c'était intéressant parce que chaque fois qu'on est en tournée, avec Piaf le spectacle, on a Zaz qui est en tournée en même temps que nous. Donc voilà, c'est une artiste qui est connue dans le monde entier, notamment en Amérique du Sud, en Russie, un peu partout, et qui fait une carrière internationale fantastique. Voilà, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui exporte, qui prend des risques aussi, qui n'a pas peur de rester en France, faire le tour de la France, c'est bien beau, d'aller un peu en Belgique, mais à un moment donné, c'est un peu ce qu'a fait Charles Aznavour au début, et c'est ce que j'adore aussi, de prendre le même parcours, de dire voilà, moi je prends le risque d'aller jouer dans un pays que je ne connais pas, et voilà, on va voir ce que ça va donner. Et c'est comme ça qu'on crée une carrière internationale. Et des légendes. On va finir par une dernière casquette, les week-ends solidaires. Amélie. Oui, les week-ends solidaires, vous êtes à l'origine de cette opération, de ces opérations bénévoles de remise en état des vallées qui ont été meurtries par la tempête Alex en 2020. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment l'idée vous est venue et pourquoi ? Très simplement, comme tout le monde, j'ai été choqué de ce que j'ai vu à la télévision le lendemain. J'étais à l'arrêt, rappelons-le, on était en période Covid, notre entreprise était à l'arrêt, j'avais des entrepôts, j'ai des camions. 2 jours après, j'ai effectivement pris des vivres, des couvertures, et puis j'ai commencé à faire tout seul des petites navettes entre Nice et Bray-sur-Roya. Et puis au fur et à mesure, on s'est aperçu qu'il y avait une vraie demande. Je me suis dit une vraie souffrance, une vraie demande des sinistrés. Et j'ai dit bon voilà, et pour une fois, les réseaux sociaux ont servi, puisque j'ai fait un petit message en disant voilà, ce qui serait bien, c'est que le week-end on affrète des bus, que des bénévoles montent, et on a eu 10 000 réponses. Voilà. Et de ce moment-là, on s'est dit avec mon ami aussi Philippe Rostand qui était là à la genèse aussi de ce mouvement, on s'est dit il faut faire quelque chose. Voilà, on était tous les deux, on a commencé à créer un petit groupe, et puis c'est devenu aujourd'hui la plus grande force de civile du département. On a plus de 1500 bénévoles, on a fait plus de 220 chantiers sinistrés. Ça continue un petit peu plus sur le volet de développement durable, dépollution de nos vallées, parce qu'on ne le sait pas assez, mais nos rivières sont complètement polluées par le polystyrène, par le plastique. Il y en a des millions de mètres cubes. Et petit à petit, voilà, si tout le monde y met du sien, on va y arriver. On va arriver à dépolluer nos vallées. On va finir par la dernière question, la traditionnelle question perso. Amélie. Gilles Marsala, comment est-ce que vous expliqueriez votre boulimie d'activité ? Est-ce que ce serait une forme de revanche sur quelque chose ou pas du tout ? C'est intéressant, c'est vrai. Souvent, ma femme me dit ça, mais comment tu fais, t'as une idée à la minute, tu arrives... En fait, je suis passionné, quoi. Mais vraiment, quoi. Vraiment par ce que je fais, je veux dire, par les autres aussi. Moi, j'adore discuter avec les gens, j'adore échanger. La culture, c'est ça. C'est vraiment échanger. Moi, reste persuadé que par les temps qui courent, notre société quand même se délite aussi. Je trouve que le lien social est le plus important et je trouve que la culture et le spectacle vivant sont le meilleur vecteur. Voilà. Donc du coup je me bats.
je me bats, voilà, je suis engagé, comme vous l'avez dit, sur le milieu associatif, mais aussi, je veux partager des émotions avec le public. Enfin, c'est souvent, je dis ça, je suis un peu un producteur d'émotions. Voilà, moi, j'aime bien partager les émotions avec les gens. Je pleure moi-même souvent quand je vois des événements qui me plaisent, ou des moments forts dans nos spectacles, ou même dans les concerts. Je me dis, bah, tiens, là, les gens ont oublié leurs soucis quotidiens, ont vécu un moment de bonheur intense. Bah, je crois que c'est ça la vie. Vous avez un coup de cœur récent là, dans ce que vous avez vu, dans ce que vous avez vécu, un truc voilà, que vous aimeriez que les gens aillent voir, aillent partager, un spectacle? Bah, je vais rester sur ce que je connais le mieux, c'est Édith Piaf, c'est Charles Aznavour. Ouais. Moi, Charles Aznavour, c'était quelqu'un que je respecte profondément. J'ai souhaité faire un hommage pour son centenaire qui arrive dans pas longtemps, on va le jouer dans le monde entier. C'est quelqu'un qui m'a vraiment motivé. Quand je le vois, ce petit monsieur qui dit, bah, écoute, en France, ça marche pas trop pour moi, mais je prends mon argent personnel, et je vais à l'autre bout du monde, et je vais à la plus grande salle des États-Unis. Personne ne me connaissait. Et là, je deviens une star aux États-Unis, et je reviens en France, et je montre aux Français, regardez, ok, vous m'avez pas aimé au début de ma carrière, j'ai réussi aux États-Unis, ok, un peu partout dans le monde, ben voilà, maintenant, je suis là. Aimez-moi, quoi. Et c'est ça qui s'est passé pour lui. Et moi, j'adore ce genre de parcours-là où on part à vraiment un challenge à monter, une montagne à gravir, et puis on arrive au sommet. C'est fantastique. Chapeau l'artiste. Exactement. Chapeau Gilles Marsalin, merci. Merci beaucoup. Merci de votre accueil, en tout cas. C'est la fin de l'interview à la une. Merci Amélie. Merci à Sophie Doncet et à Franck Fernandez qui ont signé la réalisation de cette émission qui est à revoir sur les sites et réseaux sociaux de Nice Matin. La semaine prochaine, on fait relâche. Retour le samedi 18 mai. En attendant, merci de votre fidélité et très bon week-end à tous.